Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai un petit peu de mal avec ma voix, j'ai passé pas mal de temps à tousser, hein, vive la crèche, quelle merveilleuse invention. Euh, donc, je vais essayer d'aller au bout. Ce que je vais faire, c'est que on va le faire au fil de l'eau, que ce soit sur la macro, ce genre de choses-là, les questions. Je vais le faire au fil de l'eau, au fur et à mesure où on passe un certain nombre d'actifs et les actions, même chose, pour parler un petit peu plus d'un secteur d'activité que d'un autre. Donc, je ne vais pas ségréguer, je vais partir directement et je dirai ce que j'ai à dire à ces moments-là. Donc, j'espère une vidéo plus courte, puisque je pense pas que je réussirai à aller au bout. Et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous remercie par avance de liker les vidéos, de les partager. Ça aide aux vidéos à être plus connues et à aider peut-être plus de personnes. Donc on attaque avec le CAC 40 et enfin hein, deux belles séances, hein. Il faut dire que on avait le moral un petit peu au fond des chaussettes, mais toujours est-il que sur ce début de semaine on tenait. C'était ça le message un petit peu positif. On en avait parlé dans une chronique et si tout était pricé, c'était ça l'idée, c'est de se dire ouais tout va pas forcément bien, mais on a quand même beaucoup anticipé et on a beaucoup intégré de choses. La remontée des taux de la Fed, hein, on va dire que les choses se sont libérées avec les minutes de la Fed. Globalement, on n'a pas appris grand-chose de nouveau. Et surtout, il n'y a pas eu d'interprétation du marché, ou l'interprétation que le marché en a faite est positive dans le sens que on va avoir droit à des remontées de taux de 0,5% et pas plus sur les deux prochains meetings. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'était plutôt la fin du rapport qui nous explique bien que le but, hein, c'est de redonner une marge de manœuvre à la Fed en vue à la fin de l'année de potentiellement redevenir recommandante. Donc ça veut bien dire globalement que le calendrier qui avait été donné de remontée des taux sur tout 2022 et 2023, et que le marché avait pricé en mode oh mon Dieu, ils vont continuer de remonter les taux, ils vont massacrer l'économie. Et ça a pris un petit peu du plomb dans l'aile. Et puis c'est bien logique évidemment, puisque le but de la Fed, c'est certes évidemment la stabilisation des prix, mais pas au détriment de l'économie. Le but du jeu, c'est qu'on a dépensé des milliards de milliards pour pouvoir sauver l'économie du Covid. C'est pas pour l'année d'après, sous couvert d'inflation, qui en plus nous arrange bien pour éliminer un petit peu de dette, et qu'on a toujours des taux réels qui sont négatifs. Donc ça nous arrange bien quand même pour pouvoir que ce coût de la dette ne soit pas attaqué sur les marchés et donc on puisse continuer entre guillemets de raser un petit peu gratuit. Ça nous arrange bien de laisser un petit peu filer l'inflation et de certes remonter les taux parce qu'il faut bien les remonter, il faut se battre pour le pouvoir d'achat du peuple. Et il y a des élections, il y a des midterms hein, qui arrivent en novembre et donc évidemment c'est le point central. Mais au-delà de ça, voilà, il ne faut pas le faire trop rapidement, il ne faut pas le faire trop fort. Parce que logiquement, on aurait dû se réveiller déjà l'année dernière, si on voulait vraiment faire les choses dans l'art. Mais en se réveillant maintenant, voilà, on a déjà une économie qui arrive en pic. Et donc évidemment, c'est pas maintenant en remontant les taux de 0,75 ou de 1% à chaque fois, évidemment, que on va aider le schmilblick. L'avantage, on en avait parlé également dans différentes chroniques ou vidéos, c'est bien de se dire que quand vous avez le marché boursier qui baisse de 30%, le consommateur américain est d'autant plus impacté qu'il a une grosse partie de ses finances, puisque c'est une retraite par capitalisation, et que donc tout d'un coup, quand il voit son portefeuille se casser la figure de 30% dans le moyen cas, hein, ça va de moins 10 à celui qui était pas du tout ESG à du moins 30, moins 40, moins 50, à celui qui était très ESG, et celui qui était CATI, et il est également à du moins 40, moins 50. Bon, et puis si on prend les plus hauts de 2021, c'est plus. Mais l'idée, voilà, c'est bien de se dire qu'on se retrouve donc avec beaucoup de ces personnes-là qui, en 2021, avaient cet effet de richesse, de par l'argent qu'ils avaient sauvegardé lors des confinements et de par l'appréciation de leur portefeuille, et cet effet de richesse disparaît. Donc du coup, les prix et les hausses de prix que l'on pouvait accepter de payer jusqu'à maintenant et qui permettaient aux entreprises de continuer, malgré la hausse des coûts de production, de pouvoir passer cette hausse des coûts au client final, donc tout le monde avait du pricing power, là, ce n'est plus le cas. Et donc le risque, et le risque est toujours présent pour les semaines à venir, et on le voit, c'est d'avoir des profit warnings. Puisqu'on le voit, les analystes ne bougent pas, de toute manière, c'est pas leur job, hein. Ils se réveillent toujours un coup après. Donc on est toujours sur des attentes de résultats qui sont élevées globalement par rapport à ce que l'on voit comme détérioration économique.
Et donc le risque, bien entendu, c'est les profit warning. Donc on attendra en gros les résultats du T2 un petit peu de pied ferme. Et à côté de ça, il faut bien comprendre, donc ce que je vous explique très souvent, c'est l'entremêlage de différents scénarios. Il y a les scénarios de court terme, c'est-à-dire que hop, le luxe c'est fantastique puisque les Chinois sont en train de réouvrir leur économie. Donc du coup, les Chinois vont reconsommer, et donc du coup, il faut encore des matières premières en plus, etc. Donc hop, on reprend un petit peu cette thématique-là. Donc c'est de l'inflation éventuelle et donc les supply chains vont s'améliorer, etc. Ça mettra quelques mois, mais voilà. Mais aussi, non, à côté de ça, il y a toujours la guerre en Ukraine qui va perdurer. Poutine, globalement, c'est très lent, mais il est en train, de toute façon, de valider ce qu'il voulait valider, c'est-à-dire il va annexer les parties de territoire qui l'intéressent, il va quelque part éviter, enfin l'Ukraine n'aura plus de mer, n'aura plus d'accès aux mers, n'aura plus d'accès à sa production industrielle. Donc c'est un pays qui va peut-être garder une bonne partie de son territoire, en tout cas ce coup-ci, on peut le penser, mais qui économiquement va énormément perdre de débouchés et qui au final, en fait, cette partie de territoire sera la zone tampon que Poutine voulait. Et même si l'Europe et les US investissent pour reconstruire le pays, il va falloir, voilà, la partie ouest quand même de l'Ukraine, c'est pas la partie la plus industrielle, donc il y aura énormément d'enjeux, justement. Certains pourront faire des comparaisons peut-être entre les deux Corées. Il faudra voir, il faudra juger dans 10 ans, dans 15 ans. Mais en gros, le conflit est toujours là, mais plus personne n'en parle. C'est une guerre de position, mais en fait ça avance, mais lentement, mais globalement ça avance. Donc on ne fait que retarder l'échéance, évidemment au détriment de pertes humaines. Mais je pense que l'issue, globalement, ne devrait pas trop dériver de ce dont on vient de parler. Donc il faudra voir quand. Donc évidemment, il faudra, pour que les flux reviennent un petit peu sur l'Europe, pour qu'on se détende peut-être un petit peu sur cette question énergétique aussi, il faudra également un cessez-le-feu là-dessus. Donc c'est là où ce sera très intéressant, parce que vous voyez, donc il y a tout un tas de scénarios et d'impacts court terme, mais à moyen terme, ce qui est le plus important, c'est le consommateur. Et le consommateur, lui, il commence, surtout aux US, à ne plus avoir cette sensation de richesse, donc il fait un peu plus attention au prix, donc il décale des achats, ou il les repousse complètement, voire il les annule, ou il cherche des alternatives. On le voit notamment, on a le low cost qui revient en force par rapport à tout ce qui pouvait être bio. On en avait parlé dans les précédentes vidéos, tout ce qui est un petit peu high-end ou un petit peu plus bio, où on était poussé les consommateurs étaient poussés là-dessus, et évidemment c'est des marges supplémentaires. Ben là tout de suite, on voit tout de suite que les gens sont quand même en train de faire attention. Alors c'est très vrai aux US, c'est un petit peu moins vrai en France, bien entendu. La majorité, c'est vrai pour la majorité, mais vous avez encore énormément d'épargne en France, même si c'est toujours pareil, hein, c'est une minorité de personnes qui détiennent la majorité de l'épargne. C'est toujours l'effet de Pareto. Mais bon, il y a toujours cet esprit fourmi, globalement, un peu plus en Europe qu'aux US. Donc voilà un petit peu où on en est. Et ça, on le ressent bien qu'à un moment donné, si vous voulez, donc il y a des forces qui continuent de soutenir les matières premières, etc. Mais après, vous avez quand même des plus grosses forces qui sont, si mon consommateur se fait la malle, et ben, en son sein, si vous voulez, cette hausse des prix contient en elle-même sa solution. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand les hausses de prix sont trop importantes, et ben, il n'y a plus d'acheteurs, donc il n'y a plus de demande, donc il y a une suroffre par rapport à la demande, les prix sont obligés de baisser. Et ça sera la même chose donc sur les matières premières, et même si sur le pétrole, aujourd'hui, on continue de très bien tenir pour des raisons court terme, des raisons de soutien de court terme. Ça sera peut-être le dernier maillon, je veux dire, à baisser, à acter la décroissance, mais le pétrole viendra également à baisser pour acter cette décroissance. Ce qui sera très important également, j'en ai parlé sur la chronique, et dans la foulée, il y a un article qui est sorti justement sur le vote d'une loi en Angleterre où les profits, 25% des profits des sociétés pétrolières seront reversés
à l'État qui se chargera de le reverser pour le pouvoir d'achat des particuliers. Donc l'interventionnisme, toujours et encore. Pour moi, il y avait déjà l'interventionnisme, mais le Covid a complètement délié cet interventionnisme, l'assistanat, et on voit que c'est une brèche qui est ouverte et qu'elle n'est pas prête de se refermer. Alors l'école autrichienne, hein, on peut aller se rhabiller bien entendu, mais ça fait longtemps, ils ont pris l'habitude depuis Keynes hein, de se retourner dans leur tombe plusieurs fois. Mais globalement, je veux dire, on est en train de pousser jusqu'au bout l'interventionnisme étatique pour le bien court terme et le malheur long terme. On sait très bien que c'est jamais très efficient à long terme. À moins évidemment d'être dans une autocratie, là, mais c'est autre chose et on sait jamais trop si ça aurait été mieux ou pas sans, puisqu'évidemment personne fait les petits calculs, ou en tout cas ceux qui l'ont fait, ils sont plus là pour le dire. Donc du coup, voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, c'est toujours ce modèle où on acte la décroissance et où le marché, en fait, va jongler entre « Oh mon Dieu, c'est la récession, on va tous mourir » ou « Ok, c'est la décroissance, oui, mais finalement cette décroissance, c'est plutôt un soft landing dans le sens où on a la croissance qui va se normaliser, on a l'inflation qui va se normaliser, mais qui vont rester positives. Donc l'inflation se normalise et va baisser, mais la hausse des prix va perdurer. C'est-à-dire qu'on restera sur des niveaux supérieurs à ce que l'on a connu ces 10 dernières années. Et la croissance également va se ramollir, mais globalement, surtout aux US, puisque va rester probablement positif. Donc on ne parlera pas de récession. La récession, on peut en parler certainement plus pour l'Europe. Donc ce qui va être très intéressant, évidemment, c'est la guerre de monnaie. Pourquoi? Parce qu'on est tous rentrés dans cette crise du Covid de la même manière, mais on en sort tous de manière différente. Donc les banques centrales sont en train de prendre des mesures qui sont très différentes selon les pays. Et on comprend bien pourquoi, parce que les situations sont très différentes également économiques selon les pays. Donc les États-Unis économiquement sont beaucoup plus robustes que l'Europe, par exemple. Et donc du côté de Lagarde, ce que l'on a senti globalement, c'est qu'on ne va pas remonter les taux. Alors on va les remonter cet été. Peut-être ils vont réussir, on va arrêter les taux négatifs, les taux nominaux négatifs. Mais en taux réel, on va rester négatif, puisqu'on va rester à des taux à 0,05%, avec une inflation à 5%. Donc vous restez en taux réel négatif, et on comprend bien, hein, ça aide à résorber la dette. Hein. Donc on avait fait exactement la même chose à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, ça permet de normaliser, à un moment donné, l'offre et la demande qui vont se normaliser dans les prochaines années. Et globalement, c'est ça qui va nous intéresser pour la suite. Pour moi, c'est ce combat de marché entre c'est la récession qu'on va se prendre sur la figure, et auquel cas il n'y a pas d'échappatoire. Globalement, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça ne découle pas vers quelque chose de systémique. J'ai fait plusieurs vidéos, etc., pour expliquer qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est dans des conditions justement où on peut transformer la crise boursière en crise économique et en crise systémique. Je pense qu'on s'arrêtera à la récession au maximum. Mais ce qui m'intéresse le plus pour moi, voilà, c'est plus de jouer en fait le scénario stagflation. Donc la stagflation, évidemment, c'est pas l'idéal, mais on a pas mal de secteurs de l'activité qui peuvent continuer de performer dans ces données-là. Donc je continue et on attaque au niveau du CAC 40. Donc globalement, on voit qu'on a notre CAC 40 qui est sorti de ses 6350 points, qui lance son rebond, qui casse ici une première oblique, qui est en train d'aller chercher une deuxième. Et globalement, là, ça va commencer à être le morceau. Si on arrive à casser tout ça, alors je ne sais pas si on ira en une fois, si on fera une petite consolidation intermédiaire et qu'on relancera derrière, peu importe, mais globalement, c'est cette zone des 6600 à 6650 points, pour moi, qui est le gros morceau. Et pour moi, je le verrai encore comme une zone de résistance, c'est-à-dire que c'est important de voir qu'on a un bon rebond qui se met en place, mais c'est important de voir que ce rebond à ce stade-là, et même s'il devait venir sur les 6006, 6650, voire jusqu'à 6007, ça ne changerait rien à l'affaire globalement, hein, si on nettoie un petit peu le graphique. Pour moi, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, même si on revient chercher ici, ça reste pour moi du rebond dans une tendance qui demeure dégradée. Donc à moyen terme, je resterai encore neutre. Maintenant, c'est toujours bon à prendre, et ensuite il faudra voir comment on va consolider ce rebond. C'est ça pour moi le plus important, parce que si on fait ça
et qu'on fait ça derrière, bah, on valide en fait que c'est juste du rebond dans une tendance baissière et tout de suite les vendeurs reprennent la main et en gros les acheteurs sont vraiment pas assez forts pour défendre les supports. Si on veut jouer un peu plus à moyen terme, une construction qui éventuellement pourra un jour casser par le haut et là validera éventuellement la relance de la tendance haussière, alors quel catalyseur, etc. C'est toujours la même chose, il peut y avoir beaucoup de catalyseurs comme je vous ai dit. C'est le fait que le marché également est rassuré sur le fait qu'on va peut-être se taper une stagflation, mais qui sera courte en durée, courte en impact, plutôt que l'idée qu'on a pricé pour l'instant de la récession, la fin du monde, les taux qui montent pour combattre l'inflation, l'inflation qui dure. Voilà, on a vu beaucoup de choses, mais le pire n'est jamais certain globalement. Donc c'est ça aussi qui est important. Ne pas omettre aussi qu'il y a toujours beaucoup de liquidités sur les marchés, que même si les taux sont en train de remonter, les obligations ne sont pas une alternative. Alors c'est une alternative pour moins perdre, mais ce n'est pas une alternative aujourd'hui sur des portefeuilles. Donc c'est une alternative sur des portefeuilles qui sont obligés de toute façon d'avoir une partie en obligataire de par des normes, etc. Mais c'est pas, on ne voit pas un raz-de-marée sortir de l'argent des marchés actions pour aller chercher des marchés obligataires. De toute façon, ce qui sera très intéressant, c'est de regarder le marché obligataire, parce que c'est lui qui nous dira si le marché est en train de pricer la stagflation ou s'il est en train de pricer la récession. Pour l'instant, il price la stagflation, malgré tous les articles qui commencent à sortir maintenant, à vous parlant de la récession. C'est génial, parce qu'il y a 3 mois, quand tout le monde vous parlait de l'inflation, le but, dans les scénarios et dans les hypothèses de travail, c'était de dire ouais, ok, mais le vrai mal, et là où ça va commencer vraiment à piquer, c'est quand le marché va avoir peur de la croissance. Et donc maintenant qu'on y est, globalement, bah, tout le monde parle de cette récession, etc. Tout le monde a peur là-dessus. Mais maintenant, le vrai sujet, c'est de dire, ok, et de combien on va parler, et pendant combien de temps? Parce qu'il y a récession, il y a stagflation, mais il y a crise systémique. Donc il ne faut pas tout de suite tout mélanger et tout de suite dire qu'à chaque fois qu'on part en effet dans une décroissance, que tout de suite c'est en mode subprime. Non, on n'en est pas à ce niveau de crise-là aujourd'hui. Et puis c'est de la décroissance de normalisation pour moi. Donc une fois que le marché peut pricer ça, dans le meilleur des mondes possibles. Encore une fois, je ne dis pas que c'est encore le cas, il va nous manquer des données, et c'est justement là où on peut se dire peut-être que le marché va latéraliser en attendant que les données commencent à arriver cet été, et à partir de la fin de l'été, probablement, on aura un peu plus de cartouches. Mais encore une fois, le marché est une bête qui anticipe de 6 mois à 9 mois, et donc pour moi, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe sur l'obligataire. On va y revenir. Donc juste pour clôturer, sur le CAC 40, oui, ce rebond peut potentiellement aller chercher plus haut, la zone des 6006 par exemple. Ensuite, il devra consolider. Et ce qui m'intéressera, pour moi, c'est où est-ce qu'on va consolider, où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, comme je vous l'ai dit, si on refait un truc comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire que les vendeurs ont toujours la main et que c'est à considérer comme du rebond technique. Les volumes sont pas dégueux. On est quand même dans une période un petit peu vacances, jours fériés, ponts, etc. Et les volumes sont quand même pas mauvais. Donc ce qui m'intéressera par contre, c'est de tenir des zones de support. Ça peut être 6450, mais a fortiori, je verrai plus la zone des 6004 à 6380 points. Pour moi, c'est cette zone-là qu'il faudrait réussir à tenir. Et tant qu'on va la tenir, on parlera d'une consolidation et d'une congestion qui se met en place. Et ensuite, on en sort par le haut, on en sort par le bas pour la suite. Évidemment, si on repasse en dessous des 6003, rebond terminé, on passe, on ne parlera pas de la fin du monde globalement, mais on continuera à construire. Pour moi, ça reste encore propre, de toute façon. Donc on est pour moi dans des configurations qui sont assez propres, où j'ai envie d'être acheteur, jusqu'à preuve du contraire. On va regarder les taux, donc, du coup très rapidement. Les taux, c'est pas que maintenant qu'ils sont en train de se détendre, ça faisait déjà un petit moment, c'est pour ça qu'on anticipait de se dire, le marché il joue peut-être un petit peu plus stagflation justement, et donc les valeurs de croissance, elles ont peut-être un prorata, un rebond prorata à jouer par rapport à ça, puisque des valeurs de croissance qui gardent une certaine visibilité dans un monde qui décroît, ça vous donne toujours une surperformance au niveau de l'achat. C'est des bonnes boîtes quand même qui sont intéressantes à prendre. Donc du coup, au niveau de l'obligataire, c'est ça qu'il va falloir regarder.
c'est globalement pour moi assez simple maintenant parce qu'on est en train de rentrer dans la neutralisation. Et donc on est en train de construire. On verra comment on construit dans cette zone. Il faut encore s'attendre certainement à un petit peu de zigzag. Mais en gros, il y a de deux choses l'une. Il faut faire très attention parce que si les taux se détendent vraiment, mais de manière exponentielle et de manière très très forte, il faut faire attention globalement parce que ça voudra dire qu'à un moment donné, les taux longs, donc qui sont aux alentours des 2,80% actuellement, sont en train de descendre à nouveau vers la zone des 2%, et les taux courts de la Fed, eux, sont en train de tendre et de remonter aujourd'hui vers ces 2%. Donc c'est là où ça va devenir très intéressant globalement, c'est que si le marché veut pricer une récession, l'obligataire ne va pas faire juste du rebond en mode tranquille comme ça. Il va partir très fort. Et là, il faudra éviter de se dire « Waouh, les taux sont en train de se détendre énorme, all-in sur les valeurs de croissance ». D'une certaine manière, entre guillemets, oui, il y aura une performance court terme. Mais il ne faut pas négliger que si ça part comme ça veut dire qu'on se détend, en fait, surtout parce qu'il y a une crainte, il y a une peur. Et ça peut impacter négativement le marché boursier dans son ensemble. Pas seulement les valeurs cycliques, évidemment, des croissances et les valeurs cycliques qui trinquent, mais également même les valeurs de croissance à ce moment-là. Donc il ne faut pas omettre que les obligations qui remontent, les prix des obligations qui remontent, et donc les taux qui se détendent, c'est bien, mais tant que ça se fait en mode crescendo, en mode construit. Dès que vous avez des trucs un petit peu trop violents, c'est pas bon, peu importe dans le sens où ça prend. Parce que si ça prend comme ça, également, ça veut dire qu'en gros, le marché, il joue l'inflation durable, élevée, durable, pas l'hyperinflation encore, mais en mode la Fed s'est plantée et on est dans le beau drap et la Fed perd en crédibilité. Pas le scénario que j'ai envie de privilégier pour le moment, je suis encore un petit peu optimiste, donc pour moi je reste plutôt sur la pente un petit peu douce, mais on reste dans une tendance baissière, donc on construit le rebond, mais ça reste que du rebond dans une tendance baissière. Donc c'est là aussi, il faut bien comprendre en gros que le marché, lui, il ne va pas choisir un scénario, se mettre bille en tête, le jouer à fond, et puis l'autre terminer. On en avait parlé il y a une bonne année, quand on avait parlé de cette rotation et de retour sur les values par rapport aux valeurs de croissance. J'avais dit attention, c'est des choses qui se construisent dans le temps. Il ne faut pas croire que c'est du 0 à 100%, non, c'est par à-coup. Donc c'est-à-dire que vous avez un à-coup, et après vous avez une consolidation, et donc c'est-à-dire vous avez un à-coup, vous avez les valeurs de croissance qui baissent et les valeurs value qui surperforment. Puis vous avez une consolidation, vous avez donc les valeurs de croissance rebondissent et les valeurs value consolident. Et donc là, on se dit, ah ben ça y est, en fait c'était juste un coup d'épée dans l'eau, etc. Les valeurs de croissance, c'est toujours bon, etc. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est en train de se construire en fond. Je veux dire, avant que quelque chose fasse consensus, vous avez besoin de plusieurs à-coups comme ça. Et vous avez vu, pour la rotation value, valeur de croissance, personne n'a remis en question, mais en gros, tout le monde vous en parle depuis 2-3 mois. Alors que globalement, c'est quelque chose qui se déroule depuis une année, mais par à-coup. Et en fait, quand ça devient visible de tous, évidemment, ça fait consensus. Tout le monde, du coup, en parle. Donc vous avez tous les articles, tout le monde fait des recherches sur ça. Donc c'est toujours une relation d'offre et demande. Et donc, comme tout le monde fait des recherches là-dessus, eh ben, pour accaparer l'attention, eh ben, on écrit là-dessus. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien comprendre qu'en gros, les mecs comme moi, qui essayent un petit peu de voir un petit peu en avance, en fait, on a toujours moins de vues que les autres, on a toujours moins de suivi que les autres, parce que forcément, personne ne recherche ça encore, parce que c'est pas arrivé. Donc on n'y est pas en plein dedans, donc personne ne fait de recherche là-dessus, donc personne découvre via Google, etc., ou l'algorithme, ces types d'articles-là. Donc globalement, on est toujours voué à avoir très peu de personnes en suivi. Et puis petit à petit, ça gagne. Et donc là, tout le monde va vous expliquer, c'est pareil, il y a 3-4 mois, tout le monde vous a expliqué comment vous protéger de l'inflation. Parce que c'était déjà arrivé, globalement. Vous étiez déjà devant le poteau rose. Donc c'est ça vraiment qui est important, qui plus est en bourse, c'est de bien comprendre ces relations offre et demande, non seulement sur la psychologie de marché, mais de bien comprendre, voilà, un petit peu
Pourquoi, quand vous regardez votre téléphone et que vous avez Investing ou tous les autres là, qui vous balancent des articles, c'est toujours sur la même thématique. Et alors là, ils ont usé le truc de l'inflation, là, et donc maintenant c'est parti, c'est pour user la récession. Et puis alors après, c'était pour user sur le crack, pour user sur la capitulation. Et donc ça, c'est toujours intéressant et impressionnant. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas plus tard, mais il faut toujours avoir ce biais contrarien quand vous commencez à vraiment être inondé par le même type de message. Voilà, c'est le moment en gros de se dire qu'il y a peut-être autre chose à commencer à anticiper ou à commencer à réfléchir. Donc c'est l'idée, hein. C'est toujours en bourse, c'est un petit peu de préparer les différents scénarios parce que du coup quand le marché commence à vous donner les signaux, les pré-signaux, parce que c'est par à coup, ben, vous savez ce qui est en train de se passer. Vous ne restez pas ancré dans le vieux monde à toujours réfléchir de la manière dont il faut réfléchir. Parce que ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on vous explique les relations entre les taux, l'inflation, le truc, le machin, mais on vous l'explique au moment, si vous voulez, où le marché, lui, il a déjà tout intégré. Et donc, au moment même où vous comprenez comment ça fonctionne et les relations qui se font entre les monnaies, le truc, le machin, eh ben, ça change directement et vous avez le flux qui change. Et donc là, c'est la même chose. Pendant tout 2021, on vous a expliqué que tant que les taux sont détendus, c'est bien pour les valeurs de croissance, oui. Mais en fait, ce qui est très important, c'est bien de se dire que même si les taux se détendent, mais qu'ils se détendent vraiment très très fortement et très très rapidement, eh ben, c'est pas bon pour les valeurs de croissance non plus, parce que ça voudra dire on joue la récession et on joue plus seulement la stagflation. Donc ça, voilà pourquoi il faut regarder. Et pour l'instant, vous voyez, c'est de la construction, donc c'est par à-coup, mais ça se fait, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on va commencer à baisser la volatilité. Sur les marchés, c'est la même chose. L'idée, c'est de se dire, on a baissé fortement, on fait du rebond au prorata, mais le prochain coup, ce qui va être important, on verra la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est comment on va consolider tout ça, comment on va construire tout ça. Et là, de faire baisser la volatilité. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite de commencer à se dire, ok, est-ce que le marché nous a fait notre double bottom et donc va construire dorénavant des capacités pour des trends un peu plus durables. C'est ça qu'on est en train de jouer aujourd'hui. Pour moi, on reste toujours en mode prendre ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. Hein. On voit le Nasdaq qui sort de son biseau descendant de la même manière un petit peu qu'il était sorti de celui-ci. Hein. Donc on sort de manière très violente. Alors, je ne sais pas si on va faire exactement la même chose. Hein. Si on fait un coup comme ça en ligne droite, c'est toujours possible, mais pour moi, c'est malsain. Si on le fait, bah, tant mieux. Hein. On prend ce qu'il y a à prendre, en effet, on en profite. Mais ça restera du rebond fort, mais au prorata de sa baisse, dans une tendance qui est toujours baissière. Donc il faudra également, si vous faites ça, vous attendre à ce qu'il y ait un truc comme ça derrière. Et si on recasse comme on avait cassé ici en avril, tout comme dans du beurre, les vendeurs sont toujours valideront qui sont les plus forts. Ce que j'aimerais, ce que je préférais, après on verra ce que le marché décide évidemment, c'est qu'on stoppe. On stoppe ici. On va un petit peu aller, éventuellement on peut aller à 12 007, mais on stoppe et on commence à construire ici. Et on baisse la volatilité. Et on fait baisser la pression un petit peu. Et on se pose des questions avant de tout jeter. Le bébé, la baignoire et l'escalier au passage. Et on se pose des questions et on commence à congestionner. Et ça commencera à devenir un petit peu plus emmerdant. Hein. C'est pour le trader de court terme qui veut éventuellement jouer sur de la volatilité, oui, certes. Mais pour construire des choses peut-être un petit peu plus durables, ça sera un petit peu mieux. Donc pour moi, on n'y est pas, évidemment, à ce stade-là. Il va falloir que le marché nous le prouve. Donc jusqu'à preuve du contraire, à ce stade, c'est un bon rebond, mais ça reste du rebond au prorata de la baisse. Pour l'instant, il peut aller taper jusqu'au 12 007, mais même s'il va taper jusqu'au 12 007, ça ne change pas le schmilblick. Même si on vient remonter jusqu'à 13 003, ça sera un très très beau rebond à ce moment-là, mais ça ne changera pas le schmilblick. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement des constructions. On peut même descendre jusqu'aux 12 000. Maintenant, pour moi, les 12 000, c'est la zone de support pivot. C'est-à-dire qu'on peut revenir consolider sur les 12 000. Je ne remets pas en cause le mouvement de bottom qui a été mis en place. On va chercher sous les 12 000. Alors attention, ce n'est pas au point près, hein, mais je parle vraiment en clôture. On va chercher sous les 12 000. Ça redevient un petit peu prudent, compliqué, et on attendra un petit peu la suite. Mais moi, je trouve que c'est pas mal pour l'instant. En tout cas, après, il n'y a pas que l'indice. Je vous parle souvent de l'illusion des indices, donc il n'y a pas que l'indice.
Et quand on regarde les titres qui sont même hors indice, ben en fait, on se rend bien compte, et c'était le cas également ici, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, hein, début mai, le marché a continué d'avoir un petit peu de mal parce que les GAFAM et les gros noms ont continué de se faire attaquer, certainement des trackers et des fonds qui devaient sortir pour des raisons X ou Y, avec des retraits de fonds, etc. Mais un paquet de titres qui n'avaient pas cette pression baissière de par les fonds et les trackers, eux étaient déjà en train de faire des constructions de retournement et sont en train de les valider aujourd'hui. Donc ça reste des prorata, etc. Il va y avoir toujours de la volatilité, mais voilà, c'est des constructions de bottom quand même. Donc c'est toujours assez intéressant. C'est quand tout le monde vous a expliqué maintenant que Cathy devait faire la gueule, Cathy Wood, hein, qui a donc le fonds ARK, et vous avez fait des comparaisons avec le fait que, ouais, Warren Buffett, il a fait la tortue, mais voilà, il est en train de surperformer dorénavant. Hop, je crois que son fonds a dû reprendre 30-35% facilement. Alors, c'est toujours pareil, la problématique c'est de comparer un Warren Buffett qui fait de la value et comparer quelqu'un qui fait de la croissance. C'est toujours une question de cycle. Il y a des moments où il y en a un qui va surperformer l'autre, tout simplement parce que c'est une raison de cycle. Alors je comprends toujours pas la volonté humaine à chaque fois de mettre les gens les uns contre les autres, alors que c'est pas comparable. C'est deux approches et deux stratégies et deux visions du futur complètement différentes. Il y en a un qui cherche avant tout à se protéger contre l'inflation et qui donc du coup pense que l'inflation va être durable et qu'on va avoir une inflation de second tour, hausse des salaires, etc. Et il y a l'autre qui joue toujours les valeurs de croissance parce que elle pense que cette inflation-là, elle est certes longue, mais elle reste temporaire, et que le prochain coup, on va repartir sur de la déflation et sur des politiques accommodantes, et donc on joue à plein les valeurs de croissance qui, en plus, vont continuer d'être l'avenir, X, Y, etc. Les deux se parlent, hein. C'est comme si vous voulez, c'est comme Malthus hein, au XVIIIe siècle, c'est la même chose. Si vous écoutez Malthus, que vous écoutez Jean Covici, c'est exactement la même chose. C'est à un moment donné, on comprend bien à un moment donné qu'on a des limites physiques. On a des limites physiques à la croissance, avec la démographie, etc., les énergies, on le comprend bien qu'on est en déficit aujourd'hui et que le constructeur de voitures électriques peut bien vous donner une jolie plaquette en vous montrant la hausse de ses ventes de véhicules jusqu'en 2030, mais ce qu'il ne vous montre pas, c'est qu'il n'y a pas assez de nickel ou de lithium éventuellement pour construire toutes les voitures électriques qu'on est en train de vendre aux actionnaires comme des profits futurs. Donc il y a une limite physique aux choses à un moment donné, et il y a un point dont personne ne parle, ou très peu de personnes parlent, c'est l'eau également. Quand on parle semi-conducteur, c'est très gourmand en eau. Quand on parle voiture électrique, c'est très gourmand en eau. Quand on parle de devoir extraire de la terre pour pouvoir remplacer des produits fossiles, des matières premières minières, c'est de construire des mines. Et ça aussi, c'est beaucoup d'eau. Donc on en est là aujourd'hui. Donc après, l'idée, c'est comme en Malthus, c'est de se dire, la logique est implacable, la limite physique est implacable. Mais le progrès, la créativité humaine, le progrès technique, également, sont des choses implacables. Et personne n'est capable aujourd'hui de pouvoir dire s'il n'y a pas des progrès techniques dans les prochaines années qui nous permettront, encore une fois, comme en 1800, et qui a réduit la théorie de Malthus à misère, puisqu'il y a eu la révolution d'agriculture et la révolution également industrielle derrière. N'oubliez pas que Malthus, donc, était un économiste anglais, si je ne m'abuse, il prononçait qu'il fallait arrêter d'aider les pauvres, il fallait arrêter que l'État aide, la royauté à l'époque, aide justement les pauvres à pouvoir se nourrir, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils procréent. Et ils procréent beaucoup plus que les riches. Alors, aujourd'hui, évidemment, ça ferait scandale, etc. Mais l'idée, c'était bien de se dire, on a de plus en plus de bouches à nourrir, et ceux qui procréent le plus, ce sont des pauvres, et donc, en fait, ils créent encore plus de pauvres, quelque part. Donc, et on n'a pas suffisamment pour tout le monde. Donc, l'idée, c'était de se dire, on arrête d'aider les pauvres, comme ça, ils n'auront plus la capacité, justement, de procréer, et on va limiter la population de cette matière-là. C'est toujours la même chose, je veux dire, c'est une logique implacable. Alors après, évidemment, éthique, pas éthique, etc. Ok, très bien. Mais ce que Malthus n'a jamais vu venir, c'est progrès
justement de l'industrialisation, la révolution industrielle, les progrès de l'agriculture, les rendements qui ont pu augmenter et qui ont pu nous permettre 200 ans après d'être 7 milliards. Donc on peut très bien se dire, oui, en effet, la planète n'est pas capable de tenir plus de 10 milliards de personnes. Regardez un petit peu toutes les contraintes de supply que l'on a aujourd'hui sur toutes ces matières premières qui sont essentielles et qui sont limitées. Mais après, voilà, il y a ce côté progrès technique. Alors, c'est pareil, c'est toujours ce que je vous dis, l'humain adore faire des conflits, mais les deux doivent travailler ensemble ici. Il doit y avoir une part de logique, prendre des considérations vraiment qui sont logiques et prendre des décisions qui sont pour le long terme et pas que pour le court terme pour se faire élire. Mais il y a aussi voilà, le côté investir, donner les moyens justement, pour se donner les moyens pour aller chercher encore plus de progrès techniques et essayer d'évoluer. Et faire confiance à la créativité humaine. Je pense que parier contre la créativité humaine est certainement le pari le plus perdant, puisque statistiquement, hein, nous sommes là, donc ça veut bien dire quand même que ce pari-là a été perdant pendant des millénaires. Donc je referme la parenthèse, encore une fois je suis parti un petit peu à droite et à gauche, mais c'est pour le plaisir. Donc on se regarde pour le Brent, donc on est toujours acheteur sur le pétrole, c'est là où c'est intéressant, où on se dit, tiens mais qu'est-ce qui se passe? Attends Julien, tu es en train de nous parler de la décroissance, de trucs du machin, là. Le pétrole il s'en fout. Bon ben c'est parce que vous avez la Chine, vous avez toujours la guerre, vous avez toujours un certain nombre de pressions, et surtout vous avez des flux. Il faut bien comprendre que quand il y a un truc qui fait consensus, c'est pas du jour au lendemain qu'il va retomber comme une mouche. Alors, sauf évidemment la météorite qui vous tombe sur le coin de la gueule. Mais c'est bien important de comprendre qu'aujourd'hui, les flux, l'argent, il est où? Il est là. Et donc, tout le monde est en train d'investir là-dessus. Donc, vous continuez d'avoir des flux. Et donc, le retournement à la baisse éventuelle, ou tout du moins la correction que l'on pourrait expliquer a posteriori par se dire, bah oui, mais tu vois bien, le consommateur, il est en train de moins consommer, donc forcément moins de pétrole, etc., moins de demande, et donc moins de pétrole pour l'industrie, tout ce que vous voulez. Voilà, ça va se faire petit à petit. Il ne faut pas voir des relations cause à effet au jour le jour en bourse. C'est comme l'or, c'est comme tout ça, tout ce qui peut être refuge, etc. On procède par à-coup, et donc il faut bien se dire aussi, là, que le pétrole a cet influx de flux, et que ça ne va pas se retourner du jour au lendemain. Les gens ont mis 1 an à se rendre compte que les valeurs énergétiques allaient faire des profits records et allaient justement continuer, de par la structuralité des choses, allaient continuer de surfer sur un secteur d'activité dont on a toujours besoin encore plus dans la transition énergétique, et qu'on a complètement désinvesti, merci le SEG, pendant une dizaine d'années, et donc on a structurellement créé le déficit d'offres. Donc une fois que tout ça, ça fait consensus, eh ben, vous avez tous les flux qui vont dans le même sens, et donc il faut imaginer un paquebot. Donc les flux, c'est un paquebot, et donc si vous voulez, à un moment donné, il y a des gens qui commencent à se dire, oula, mais attends, il y a l'économie qui commence un petit peu à tirer la gueule. Oui, mais alors, ok, je vais un petit peu réduire. Mais ça, c'est un mec sur 2000. Et donc, petit à petit, on a un deuxième qui va se dire, ah ouais, ok, on commence à y arriver. Mais ce n'est que petit à petit que vous tournez le gouvernail, et ce n'est que sur des gros paquebots, hein, vous avez beau tourner le gouvernail, la réaction du paquebot ne se fait que très lentement. Donc, on est exactement sur la même chose ici. Donc, il faut bien se dire qu'il y a tellement de flux aujourd'hui sur les matières premières, et notamment sur le pétrole, que potentiellement, ça sera le dernier à se casser la figure quand le consensus, quand tout le monde parlera déjà un petit peu pas de la récession, mais au moins de la décroissance. Okay. Donc, ne pas oublier également que la Chine va être accommodante, évidemment, parce qu'elle aussi, il y a des dates spéciales en novembre, et donc elle va être accommodante. Pour l'instant, c'est que sur l'immobilier, mais il y a fort à parier qu'elle va arroser gratuit également, parce qu'elle ne doit pas perdre la face, même si la croissance de la Chine est moindre ces dernières années, elle va quand même essayer d'aller chercher ce qu'elle a promis en début d'année pour le bien-être du parti et de la vision que l'on peut en avoir également à l'extérieur. Donc il ne faut pas omettre ça, et donc évidemment ça fait également catalyseur. Donc on voit bien un petit peu les différentes stratégies des banques centrales,
On a la Chine, par exemple, qui va continuer d'être accommodante, alors que toutes les autres banques centrales du monde serrent la vis, plus ou moins, selon les pays, selon l'inflation, selon les conditions économiques. Donc on se rend bien compte que ce qui se joue là, c'est la guerre des monnaies. Et c'est ça vraiment qui va nous intéresser sur la suite. Donc l'euro-dollar, alors évidemment on a déjà anticipé que la Lagarde allait augmenter les taux, mais elle augmente les taux pourquoi la Lagarde augmenter les taux, c'est pourquoi c'est pour pousser justement l'euro plus haut. Mais pousser l'euro plus haut, l'euro plus fort, c'est pour permettre de réduire la facture énergétique de toutes les matières premières énergétiques qui sont payées en dollars, en roubles pour certaines. Donc ce qui nous intéresse là, c'est juste de considérer que on s'est un petit peu détendu, on a un petit peu aidé le pouvoir d'achat du consommateur européen, parce que l'euro est un petit peu plus fort. Pour autant, c'est toujours une grosse tendance baissière, ça reste du rebond technique dans une tendance baissière à ce stade, on est en train plus ou moins de revenir, on voit dans cette zone des 1,7, 1,8, bon, c'est pas un retournement haussier, hein, on n'est pas encore à remettre sur la table la faiblesse du dollar, la mort du dollar, et vive l'euro, et donc l'Europe va surperformer, etc. Non, celle-là, on se la garde encore sur l'oreille, on se la fumera plus tard, globalement. Donc on n'en est pas encore là, on a juste une réaction qui a été en fait sur le plus bas, vous pouvez le regarder en mensuel, etc. On est venu chercher le plus bas, on a une réaction, et maintenant on va avoir la construction. Donc en gros, ce dont on se rend compte, c'est que dans tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on commence à avoir beaucoup de choses qui ont réagi, mais qui ne retournent pas évidemment la tendance de fond, et donc ils vont devoir construire. Et ce sont ces constructions-là qui vont faire baisser la volatilité, et qui vont nous permettre de nous dire, ok, soit ça sort par le haut, et on a des retournements qui commencent à s'acter, et donc on a un nouveau paradigme quelque part qui commence à se valider, avec des scénarios un peu plus moyen terme qui commencent à être plus clairs pour les autres, et pour le consensus, ou on recasse par le bas, et ce n'était qu'un rebond dans une tendance baissière, et on relance un coup. Donc on en est là, et on va en être là, certainement, donc pour ce mois de juin, ça sera un mois justement qui nous permettra peut-être d'entrevoir et de construire quelque chose de plus moyen terme pour la suite. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Quand on regarde l'or, on se retrouve également sur quelque chose de très neutre. On réagit là aussi à la baisse du dollar, mais c'est là aussi, il faut se dire, une baisse qui reste court terme. Donc à ce stade-là, je veux dire, il n'y a pas de renouveau de la tendance haussière de l'or tant que vous ne redépassez pas les 1900. Même chose sur l'argent, hein. On rebooste un petit peu. Alors sur la plupart des matières premières, on rebooste grâce justement à la baisse du dollar, ça aide aussi les pays émergents, mais c'est une baisse du dollar qui pour moi reste une baisse au prorata de la hausse qu'il avait connue, mais qui ne change pas sa tendance de fond. Donc pour moi, même chose, hein, sur l'or, l'argent, etc., on ne change pas la tendance court terme, c'est du rebond, mais ça reste du rebond technique. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment ça peut commencer à construire. Alors ça peut toujours faire des trucs comme ça, mais même chose, après ça va demander à construire et à congestionner. Et ce n'est que si on en sort par le haut de ces congestions qu'on peut commencer à acter à moyen terme des retournements, avec tous les impacts que ça peut avoir sur une baisse un petit peu plus forte du dollar. Mais pour l'instant, le dollar pour moi reste très fort, c'est juste une consolidation de court terme, qui est une reprise de souffle, qui est tout à fait saine, tout à fait normale, mais qui ne remet pas en cause le gros signal que l'argent aujourd'hui il est en dollars parce que c'est le refuge et que ça paye toujours mieux que les autres monnaies. En temps de conflit, en temps de politique zéro Covid. N'oublions pas le Covid également, hein, les stats sont toujours assez élevés. Alors certes, c'est toujours pas suffisamment méchant pour recréer des décès, donc pour créer une espèce de panique sur le marché, mais voilà, le Covid n'est pas terminé, et on n'est jamais à l'abri également de se taper un nouveau variant X ou Y qui peut refaire peur au marché. Ça fait partie des impondérables, mais à aujourd'hui, le Covid, on considère ça aussi comme un signe gris. Et globalement, aujourd'hui, on n'a que des signes gris. Alors, évidemment, vous dire qu'on a un signe noir, par définition, c'est faux, puisque si c'est un signe noir que l'on connaît, c'est un signe gris. Le signe noir, c'est vraiment le truc qu'on n'attend pas. Donc voilà un petit peu où on en est, et finalement, j'ai beaucoup parlé. Et du coup, je vais peut-être découper les vidéos en deux, je verrai par la suite.